c'est qu'on puisse garder l'espace qu'on occupe. Oui, ça j'ai bien compris. Seulement, votre philosophie, ça a toujours été d'être passif. C'est ça? D'être non violent. Oui, non violent et passif. Non, passif, non. Ça, je suis pas là pour lutter contre vos idées. Non. Voilà. Maintenant, il faut faire avec nous. Vous avez fait moins long qu'avant, hein? Ils m'ont fatigué. Voilà. Voulez-vous lever ou vous aide? Bonsoir. Drôle de profession que celle de policier. Les images que vous venez de voir ont été tournées sur le pont Bessières à Lausanne lors de son occupation par le mouvement Extinction Rébellion il y a quelques mois. Des policiers quelque peu empruntés face à des manifestants déterminés à ne pas bouger et qu'il faut bien finir par évacuer. Pas d'état d'âme possible ici, le rôle du représentant de l'ordre, c'est de faire respecter la loi. Alors, qui se cache derrière l'uniforme? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ceux que nous craignons ou au contraire qui nous rassurent? Quelles valeurs habitent ces représentants des forces de l'ordre confrontés régulièrement à la face sombre de notre société? Dans cette émission, nous entendrons beaucoup de témoignages de policiers, des récits où il est question d'engagement, d'action, de doute également et même de mort. Bienvenue dans la tête d'un flic. Ça se passe petit matin. On vient en aide en fait aux collègues d'un autre secteur qui se trouvent confrontés à un véhicule qui force sous les barres. Avec mon collègue, on établit une petite stratégie. Dans un des virages, on va mettre le véhicule en travers et le but est de l'arrêter. La voiture arrive. Je me rends compte que mon collègue qui est sorti se trouve juste à l'arrière de notre véhicule de service. Il se fait heurter par le véhicule qui monte. Je sors de la voiture et j'essaie de lui venir en aide. Je me saisis de mon arme de service et je suis venu frapper le pare-brise de ce véhicule. Le véhicule continue sa course, mon collègue chute. Moi, je suis persuadé qu'en l'occurrence, il est sous la voiture. J'ai pas d'autre solution, c'est d'encrosser l'arme et de faire feu. Mon collègue, il a juste eu à retirer les jambes pour éviter de passer sous le véhicule. Il se dégage de sa position et puis il tire à son tour. Finalement, cette voiture continue son chemin, prend un virage, puis tout à coup, elle disparaît. Et on la retrouvera quelques minutes après en bas dans le talus, puis le conducteur en train d'agoniser à bord. C'est votre balle qui l'a tué? Oui. Oui, c'est la mienne, oui. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du jeune policier que vous êtes quand vous voyez cet homme mort? C'est la surprise de constater le résultat. Jusque-là, on tire dans des cibles, on tire dans des situations, on essaie de nous mettre dans des situations de stress, des situations qui sortent de l'ordinaire, mais cette situation-là, il n'y a pas d'exercice qui permet de la vivre. Est-ce que vous regrettez d'avoir tiré? J'ai pas de regret en tant que tel. Mais une chose est sûre, c'est que c'est une chose pour laquelle j'ai jamais été fier, mais pour laquelle j'ai jamais eu honte non plus. Je pense que j'ai fait mon job. Je pense qu'à ce moment-là, je n'avais pas d'autre solution. Je peux pas me vanter d'avoir retiré une vie, mais je n'ai pas honte non plus parce que à ce moment-là, c'était mon rôle, c'était mon job. Je devais protéger mon collègue et je fais partie de gens armés. Et cet accessoire-là fait partie de mon équipement et ce jour-là, je l'ai utilisé. Ça fait partie des risques du métier parce qu'on le sait dès le moment où en fait, on porte une arme, qu'un jour ou l'autre, on sera peut-être amené à l'utiliser. Énormément de mes collègues portent leur arme de la sorte que lors des exercices de tir, mais aucun n'est à l'abri un jour de devoir la sortir et qui plus est un jour de devoir l'utiliser. Roland Moritz est commissaire à la police municipale de Delémont depuis 2 ans. Il dirige une équipe de 17 personnes. Cela fait 32 ans qu'il exerce ce métier. C'est tout au début de sa carrière, quand il revêtait l'uniforme de la police genevoise, que le drame est survenu. Ce matin, information radar sympa pour Il avait 25 ans. Avec Marilyn, tu as eu des nouvelles de Corinne, elle vient aussi? Ça m'a énormément touché. Souvent j'y pense et j'aime à m'imaginer qu'on aurait pu trouver peut-être une autre solution, que les choses se seraient passées différemment. Mais dans ce contexte-là, je me suis repassé le film à de nombreuses fois. J'arrive toujours au même résultat. Oui. C'est une situation qui est extrêmement crainte par tous les policiers d'arriver un jour à ça. Que ce soit finalement une décision qu'il fallait prendre ou une décision qui, dans le moment même, semblait être la bonne. Mais finalement, il y a toujours une remise en question et probablement que ça remet en question peut-être aussi
sa vision du métier. Quand vous sortez de l'école, en général, vous êtes blindé, comme qui dirait, parce qu'on vous explique qu'on vous a donné toutes les armes et toutes les possibilités d'exercer votre profession le mieux que possible. Et puis, il y a l'école de la rue. Donc, tôt ou tard, vous y êtes confronté. Et la réalité du jeune qui est plein d'allants et puis qui est persuadé qu'il pourra faire appliquer la loi, qui sera respecté et puis que l'on reconnaîtra simplement par le fait de l'uniforme et puis qui se fait envoyer bouler ou qui se fait insulter sur la première ou la deuxième intervention. Ça vous rappelle la dure réalité des choses. Et puis ensuite, vous devez composer avec ça. Et c'est en fonction de ça que vous évoluerez, oui. Il y a des collègues qui arrêtent après quelques années et puis qui reconnaissent que ce métier n'est pas fait pour eux. La désillusion, elle vient peut-être de ce sentiment d'impuissance et de frustration du fait que le métier a quand même certaines limites. Selon ce que j'observe, c'est que les gens viennent très souvent avec beaucoup d'ambition, une envie de protéger, de servir, d'être utile. C'est une manière finalement de donner du sens à sa vie, d'être là finalement pour les citoyens. Et parfois, la réalité du métier les freine parce qu'ils se rendent compte que tout n'est pas possible. Je ne suis pas persuadée qu'ils aient conscience que leur métier va potentiellement bouleverser leur vie. Ah oui, on peut faire. À Delémont, le quotidien du policier est certes différent de la métropole genevoise, mais on ne se cantonne pas pour autant aux amendes et à régler la circulation. Ici aussi, la violence est présente, qu'elle survienne dans le cadre familial, dans la rue ou sur la route. Et les drames laissent des cicatrices indélébiles. C'est souvent lié avec la mort, par ailleurs. Soit un accident brutal, soit des suicides. Il reste souvent des images pour lesquelles il faut un certain temps pour pouvoir un petit peu les évacuer. Mais tôt ou tard, vous devez aborder ce sujet de vous être trouvé face à la mort. Il y a des gens qui sont morts dans vos bras? Oui. On a le cas d'un suicide qui s'est passé dans un sous-sol de ferme où en fait la personne a mis fin à ses jours juste derrière la porte où nous on se trouvait. Et le temps d'enfoncer la porte, la personne était au sol et puis elle était décédée. Et c'était tellement soudain que je pense que j'ai vu son âme s'envoler. C'est un moment très intense aussi parce qu'il y a le contexte, le bruit que vous avez encore dans les oreilles de l'arme qui a été utilisée, l'odeur. Il y a l'odeur de la poudre, il y a l'odeur du sang déjà qui se répand et c'est quelque chose qui vous touche. Oui. Frédéric Maillard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste d'entreprise et analyste institutionnel. Votre domaine d'expertise, c'est le monde de la police. Vous avez observé de près de nombreuses corporations de police en Suisse. Et vous êtes également l'animateur d'un blog qui s'appelle l'Observatoire des polices sur le site internet du journal Le Temps. Alors, on vient d'entendre le témoignage de Roland. Parfois, la réalité du métier est bien éloignée de ce qu'on imagine à la base. Par exemple, faire face à un suicide lors d'une intervention. Oui. Votre sujet montre bien l'amplitude et la complexité de ce métier. À la fois user du geste qui sauve, par exemple la personne âgée qui a trébuché dans ses escaliers, et à la fois le geste qui tue, pour neutraliser le comportement dangereux et menaçant d'une personne en fuite. D'ailleurs, on doit souvent faire avec la peur et le danger dans ce métier, j'ai le sentiment. Régulièrement et de façon imprévisible. Par contre, ce qui est prévisible, c'est les conséquences sur lesquelles il faut investir dans les formations de base et continue. Et puis, comment dissocier la fonction, le costume, de la personne qui est derrière ? Dans un métier aussi complexe, c'est une dualité de composer le privé et le professionnel, préserver sa sphère privée et en même temps s'exposer de façon emblématique, très visible, avec des pouvoirs exceptionnels sur l'espace public, dans l'espace public, cela représente un dilemme éthique pour le policier. Et le deuxième dilemme, c'est l'essence même de l'exercice policier qui nécessite une forte autonomie, une grande liberté d'action, mise en doute permanente. J'examine toutes les pistes, je dois avoir beaucoup d'aise, mais j'agis dans une corporation qui est structurée, très disciplinée, très hiérarchisée, fermée, qui cultive le secret. Cette cohabitation, elle est aussi représente une ambivalence et une ambiguïté très forte pour le policier. Et sur le terrain, est-ce que
En tant que policier, on a avantage à avoir des gros bras, avoir une bonne condition physique, ou plutôt d'avoir un cerveau agile, si j'ose dire? La police qui investit aujourd'hui dans les gros bras court à sa perte. On le sait, la force physique, les conditions physiques sont progressivement supplantées par la technologie. Et qu'est-ce qui reste aux policiers alors? Les compétences sociales, l'habilité de discernement, la capacité d'adaptation. Les polices doivent investir dans ces compétences pour garantir leur avenir. Évaluer correctement la situation, avoir le bon réflexe, la bonne attitude face à un contexte parfois ambigu, voilà l'un des enjeux auxquels les policiers de terrain doivent faire face. Pour aiguiser leur jugement et les entraîner à gérer ces instants décisionnels, au centre de formation de la police genevoise, on utilise toutes sortes de techniques. Parmi celles-ci, la réalité virtuelle. Encore en phase de test, la pratique pourrait se généraliser. Nous sommes allés voir comment ça marche. Vous avez une pièce d'identité sur vous? Pourquoi? C'est un contrôle de police, je vous le demande, puis c'est tout. J'ai rien fait. Alors c'est soit vous me présentez une pièce d'identité, soit vous venez avec nous au poste. Attention, une arme! Pose ton couteau! Au sol! Mets-toi au sol et tu poses ton couteau! Centrale, on a besoin de renfort, un homme au sol! Je te couvre! Ici, tout est factice, sauf les policiers. Nous sommes au centre de formation de la police genevoise. On pratique le contrôle d'identité dans un environnement virtuel mis au point avec l'aide du Centre interfacultaire de sciences affectives de l'Université de Genève. Bon bah là, il est menotté. L'utilisation de la réalité virtuelle, ça nous permet aussi de simuler des comportements qui sont difficiles à faire durant la formation. Par exemple, avoir une foule autour de nous, c'est quelque chose qui est difficile. On peut facilement faire varier les scénarios, les répéter et entraîner la personne. Monsieur, est-ce que vous pouvez juste faire un tour sur vous-même, s'il vous plaît? Pourquoi? Parce que j'aimerais juste contrôler si vous avez quelque chose dans le dos. Les scénarios sont modifiés en temps réel par l'opérateur. Okay, très bien. C'est lui qui oriente l'action vers la confrontation ou vers l'apaisement. Merci beaucoup pour votre collaboration. Faire immédiatement la différence entre un smartphone ou un couteau affûté qu'on sort brusquement d'une poche arrière, ça peut être vital. Merci. Faut pas se tromper. Si vous sortez votre arme, c'est théoriquement pour tirer. Donc si on sort l'arme, c'est vraiment en dernier recours. Et vous faites quoi ici, monsieur? Ce genre de formation en réalité virtuelle, c'est travailler sur tous ces aspects psychologiques, sur toute cette complexité, je dirais, psycho-affective et sociale, avec tous les aspects d'incertitude, les biais qui peuvent se développer, des biais qui vont avoir, par exemple, avec l'ethnicité du suspect interrogé. Et ça, pour pouvoir précisément offrir un outil qui va non seulement développer, je dirais, les compétences tactiques, mais aussi et surtout les compétences émotionnelles et psychosociales pour réduire des biais, en tout cas quand ils ne sont pas utiles. C'est vrai que c'est dur de faire abstraction de ce qu'on voit. Il n'y a pas la possibilité qu'il balance un peu plus loin son couteau? S'il le lâche, c'est qu'il est tombé. Oui, mais il tombe à ses pieds. Ouais. Parce que moi, en principe, il tombe à ses pieds. Je lui demande de venir vers moi, histoire qu'il s'éloigne de son couteau. Vous voulez les entraîner à maîtriser le psycho-affectif? Oui, tout à fait. À maîtriser, à comprendre, à être sensible, à travailler avec. Des fois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à parfaitement contrôler, mais c'est bien d'être conscient qu'on n'arrive pas à les contrôler. Puis aussi, un des aspects fondamentaux, vous avez vu, on met des policiers en réseau dans les mêmes environnements virtuels, c'est le travail en équipe, c'est l'intelligence collective. Comment votre collègue peut vous aider en cas de peut-être erreur à corriger? Comment est-ce que les deux personnes travaillent ensemble pour bien baliser le terrain, bien comprendre, communiquent, échangent les informations sans perdre de vue ce qu'ils sont censés observer? Donc il y a tout un travail, je dirais, de psychologie sociale et collective qui est essentiel dans ce type de métier. Mine de rien, dans un scénario comme ça, c'est quand même notre vie qui est en jeu. Moi, j'ai envie de retourner dans mon foyer comme je suis venu au travail, et donc je ne veux pas risquer de mettre en péril ma vie et la personne, je dois la neutraliser parce qu'elle est non seulement dangereuse pour moi, mon collègue, mais aussi pour les gens environnants. Centrale de patrouille pédestre Paki. Ah, la patrouille, elle est là. Ah, super. Frédéric Maillard, alors en Suisse, c'est au bout d'une formation de 2 ans qu'on obtient le brevet fédéral de policier. Qu'est-ce qu'on apprend à un jeune qui débute dans cette profession? Je provoquerai un peu en disant que l'on apprend
aux futurs policiers à s'inscrire dans une longue chaîne sécuritaire et trop peu, précisément, à s'adapter à une société en mutation. Si l'on compare à d'autres professions qui présentent des complexités peut-être pas aussi importantes, certainement même moins importantes, c'est le double. 4 ans pour les travailleurs sociaux, encore avec une année de spécialisation s'ils travaillent dans l'espace public, tout autant pour les professions soignantes, préhospitalières, etc. Et là, on réalise quand même, au vu de la complexité de cette profession, que la durée de formation est insuffisante. Mais elle est quand même adéquate et solide, d'après vous? Oui, pour répondre au quotidien et à l'urgence, certainement. Mais si l'on examine l'ensemble des prestations de police, l'on constate que leur grande majorité concerne l'enquête judiciaire, la relation, la proximité. Et pour répondre à ces exigences, cela nécessite beaucoup de psychologie. Le policier aurait meilleur temps de s'équiper d'un bon mouchoir que d'une matraque pour une action finalement très éphémère. Si je vous dis « dessine-moi un policier », qu'est-ce qui va apparaître sur votre dessin? Quelle image vous faites-vous d'un représentant de l'ordre? Faut-il avoir la tête de l'emploi lorsqu'on choisit de revêtir l'uniforme? Avec le concours de nos volontaires qui ont été d'accord de se prêter au jeu, nous avons imaginé une situation plutôt drôle qui met en lumière les stéréotypes qu'on associe généralement à cette profession. Regardez. Bonjour Victoria. Alors, l'exercice est très simple. Vous avez les images de 10 individus devant vous. Là, vous les voyez en civil. 2 d'entre eux sont des policiers en uniforme. Ce que je vais vous demander, c'est de me dire lesquels. Moi, je dirais elle. OK. Madame est policière d'après vous, et après... Moi, je dirais lui. Policier en uniforme. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui vous a fait faire ce choix? Je dirais juste qu'ils sont en bonne santé physique. Je pense pour être policier, il faut être plutôt sportif. Pas que les autres le soient pas, hein, mais ils sont plus jeunes aussi, j'ai l'impression. Elle a une prestance, on a envie de l'écouter, je pense. Ça a quelque chose, elle a un charisme qui va se dégager, qui est important, je pense, quand on fait un travail d'autorité. Lui, du coup, un peu moins. Ou si? Je l'ai choisi, lui, parce qu'il était peut-être un peu plus jeune, capable de courser n'importe quel individu en effraction. Alors, je vous propose de faire le tour, d'aller voir si vous avez raison. Ah, j'avais raison. Non, lui, il est mécanicien. Ah, il est mécanicien. Ouais. Par contre, elle, vous aviez raison. Ah, pardon, oui, j'ai cru. Ah non, il est mécanicien. Tous nos volontaires, sauf un, ont trouvé la femme qui exerce la profession de policière. En revanche, aucun n'a découvert notre policier mâle. D'accord. 1 sur 2. C'est pas mal. Hein? Sur le coup. La dame est policière, en effet. Ouais. Le monsieur, il est boucher. Oui, effectivement. Ouais. Donc, c'est pas lui le policier, il est ailleurs. Un seul de nos volontaires a fait chou blanc sur toute la ligne. Ses arguments étaient pourtant convaincants. Alors, je me suis orienté sur des choix de regard, principalement. Alors après, c'est peut-être une stature aussi, peut-être physique. Le monsieur qui tient ses mains comme ça, peut-être. Comme ça? Oui, ça, exactement. c'est assez policier comme ça? Ouais, peut-être policier, et puis aussi à la fois le symbole d'autorité et de rassurer, peut-être. Ouais. Mais si je prends la deuxième image, par exemple, j'ai l'impression que... La dame, ouais. La dame a un regard à la fois sûr d'elle, mais aussi peut-être rassurante. La réponse est de l'autre côté de la vitre. Eh ben voilà. Eh ben c'est tout faux. Eh ben c'est tout faux. Eh ben zut. Cuisinier? C'est un boucher. Un boucher, pardon. Et une femme qui travaille à la voirie. Dans l'imaginaire collectif, le policier est donc en principe une personne sportive, dotée d'une autorité naturelle et surtout jeune. Après le choc des photos, le poids des mots. Quels sont ceux qu'on associe avec les forces de l'ordre? Que traduisent-ils de notre vision de la police? Nous avons voulu le savoir à travers cette nouvelle expérience. Je vais vous distribuer une liste de mots et je vais vous demander de sélectionner 5 mots dans cette liste que vous associez au mot police. Vous avez 1 minute, retournez la feuille, allez-y. La liste comprenait 16 mots au total, une moitié composée de mots à caractère positif, l'autre de mots à connotation franchement négative.
Tout le monde a entouré ces 5 mots? Dans un deuxième temps, nous avons demandé à nos volontaires de décrire l'éventuel dernier contact, positif ou négatif, qu'ils ont eu avec la police. Ceci afin de déterminer si cela avait pu influencer le degré de confiance qu'ils lui portent. Après avoir récupéré les feuilles, le temps de quelques calculs, et le verdict est tombé. Mot positif associé à la police, mot négatif associé à la police. Il y a 68% de mots positifs contre 32% de mots négatifs. De toute évidence, vous faites confiance à la police et vous en avez une image positive. J'ai jamais eu de mauvaise expérience avec la police et puis je pense qu'on peut leur faire confiance, peut-être par rapport à d'autres pays qui nous entourent avec tout ce qu'on entend. Il y a peut-être des bavures, ça c'est certain. C'est des êtres humains et puis parfois ils n'en peuvent plus. Mais dans l'ensemble, c'est quelque chose de positif. Pour moi, la police, c'est la sécurité, en fait. Ils sont là pour être au service des citoyens, pour les sécuriser, mais aussi pour faire appliquer les lois. Ils sont là aussi pour rappeler qu'effectivement, on sort du sentier. Les résultats de notre test sont très proches de ceux des enquêtes de l'Office fédéral de la statistique. En 2017, dernier chiffre disponible, 64,4% de la population suisse disait avoir une confiance élevée en la police, pour 52,8% en la justice et 44,9% seulement en notre système politique. Ce pourcentage de confiance dans la police est plus bas que celui obtenu sur ce même thème par l'enquête sociale européenne. C'était en 2013. On estimait alors que près de 74% de la population suisse avait confiance en sa police, soit un taux situant le pays à croix blanche au 5e rang européen en la matière. Si vous prenez à nouveau les pays de l'Europe du Nord, comme le Danemark, vous allez trouver beaucoup de jugements positifs sur la police, et notamment sur leur capacité de contact, sur leur capacité d'écoute, sur la prise en compte des besoins de la collectivité. Puis en bas de l'échelle des pays d'Europe, vous allez trouver plutôt les pays d'Europe du Sud, ou des pays comme la Grèce ou comme l'Ukraine, et aussi souvent comme la France. Donc des pays dans lesquels ce savoir-faire dans la relation est plutôt faible. Et la Suisse va toujours être un pays qui est supérieur à la moyenne des pays de l'Union européenne. Alors, ce qui va former l'essentiel du jugement, c'est les expériences négatives. On appelle ça le biais de négativité. Ce qui compte, c'est ce qui va se passer mal. Comme lorsque vous allez à l'hôtel, si votre chambre est bien, mais que le personnel vous parle mal à l'entrée, vous allez dire que c'est un mauvais hôtel. Donc ce biais de négativité, il est vrai pour toutes les professions et il va s'appliquer aussi pour les policiers. Donc ce qui est important, c'est de ne pas faire de fautes dans les contacts et surtout dans les contacts qu'on impose à la population. Sur nos 5 volontaires, 2 ont indiqué avoir eu un dernier contact plutôt mal vécu avec les forces de l'ordre. J'étais avec un ami, justement, et puis il y avait plusieurs personnes. Puis il y avait 2 policiers qui sont venus vers nous, justement, on ne sait pas trop pourquoi. Après, justement, l'interpellation, c'est quand même dit, ils sont venus vers nous à cause de nos origines ethniques. Et puis c'est vrai que sur le moment, on était fâchés parce qu'on s'est dit pourquoi nous et pas les autres au final. Ouais. Malgré ça, oui, je garde confiance dans la police. Ouais. Mais c'est vrai que ces actes, par contre, je condamne le plus fermement possible. Ouais. Je suis pour qu'il y ait une police, mais qu'elle soit vraiment au service des citoyens, de l'ensemble de la société, et qu'elle ne soit pas dans une répression aveugle. On a tous besoin de la police dans un État démocratique. Il y a 2 grands modèles, je dirais. Il y a le modèle du service à l'État. Ça, c'est le modèle napoléonien que nous avons conservé en France. La police, en fait, c'est un instrument du pouvoir central. D'autres pays ont voulu un autre modèle où la police était neutre politiquement et elle était un service local. La Suisse a également plusieurs dizaines de forces de police pour chacun des cantons. Voilà. Donc ça, c'est un autre modèle de police où on dit, en fait, la bonne police, elle est proche des gens, elle est organisée localement, elle rend des comptes localement. Voilà, ce sont ces 2 types de police qu'on trouve en Europe et cette distinction-là, elle aide à comprendre ceux qui sont forts
qui ont une légitimité dans la population, les polices qui engendrent de la confiance, et puis celles qui ne sont pas capables de le faire. En Suisse, on compte plus de 330 corps de police différents qui emploient près de 18 000 policiers. Assurer une constance dans les effectifs est un souci majeur, mais comment attirer les candidats dans une profession en but à une explosion des actes d'incivilité et qui a toujours plus de mal à recruter? Pour séduire les jeunes et les convaincre à s'engager, les différentes polices affinent leur stratégie de communication. Et vous allez le voir, c'est l'adrénaline et les interventions musclées qui sont privilégiées. Ok, donc on est en train d'aller sur place. Est-ce que vous avez un signalement? C'est en train de se déplacer vraiment vers le haut de la ville. Il y a déjà la patrouille qui est partie. De l'action et encore de l'action. C'est ce que la majorité des polices de notre pays proposent pour tenter de susciter des vocations. La hiérarchie policière aime bien mettre en avant la police made in Hollywood. C'est les policiers qui sautent du haut des immeubles retenus par des baudriers, qui sont capables de neutraliser un agresseur armé de matériel de guerre. Donc c'est cette idée du policier qui est une sorte de sauveur, une sorte de surhomme. Malheureusement, ça correspond assez mal au profil qui est demandé sur le terrain au quotidien. Plus qu'une mission, la police genevoise engage. Les campagnes de recrutement auraient tout à gagner finalement à montrer une image qui est plus réaliste du métier, parce que du coup, elles créeraient moins d'attentes, moins de déceptions, et puis ça leur permettrait aussi d'attirer des candidats qui sont en adéquation avec la vraie fonction, la vraie réalité du métier, qui est un métier extrêmement social, qui est un métier dans lequel on doit aimer aussi les aspects un peu administratifs, les aspects aussi juridiques. Donc voilà, ça pourrait amener une palette plus large que simplement que des personnes qui, je schématise un peu, je caricature, mais des personnes qui ont aimé faire l'armée et puis qui ont toujours voulu devenir policiers. À la police de l'Ouest lausannois, on a justement choisi cette autre approche pour encourager les candidatures. Ici, pas de course-poursuite, juste des hommes et des femmes en détresse. Parce que notre rôle premier est de les aider et qu'il le restera toujours pour les soutenir, pour leur venir en aide. On a besoin de vous. C'est ce qu'on a voulu montrer. C'était montrer en tout cas une facette quotidienne de l'activité policière qui est en fait centrée sur le citoyen. Nous, on a fait ce choix de le mettre vraiment en avant dans ces petites vidéos de quelques minutes pour essayer d'attirer l'attention du jeune en se disant je peux contribuer au bien-être du citoyen dans mon action policière, peut-être plus qu'effectivement si on montre une voiture sirène et grande vitesse pour une intervention face à des malfrats. Revêtus de gilets jaunes, ces stagiaires découvrent toutes les facettes du métier qu'ils pratiqueront peut-être demain. Nous sommes à Genève, à la centrale de la police cantonale, et la visite commence par la brigade canine. Regardez seulement, on a des caisses chiens, ils ont même la clim pour les faire. Il est 19h50, on parle chien. Chien. Quand le loup s'annonce. À peine le temps de s'engouffrer dans une camionnette et départ, toutes sirènes hurlantes. Sous la conduite de 2 policiers recruteurs, c'est la première sortie nocturne de ces jeunes gens qui en sont à leur 3e jour de stage découverte. Et les alarmes vont se succéder à un rythme effréné. C'est une personne qui est potentiellement ivre au volant. Alors on va essayer de l'interpeller avant qu'il fasse un truc de trop grave, quoi. Voilà, il y a le scooter là qui... Donc 3 patrouilles dans la même rue. Salut. Le médecin l'a trouvé par terre là. Il était par terre avec son scooter allongé par terre. Après il essaie de se lever pour mettre une joue. Apparemment il était un peu agressif, donc on peut être en droit de penser qu'il a certainement pris des stupéfiants. À confirmer. Pas spécialement blessé visiblement, à voir aussi. Ouais, on connaît là. Et quand il n'y a pas d'intervention en cours, on visite les lieux des faits divers les plus marquants.
Bon, il n'y a pas de grande surprise, hein. Tout le monde sait ce qui s'est passé le 26 novembre 2010 à 18h30 ici. Explosifs, kalachnikov et un fusil à pompe à la main, 7 braqueurs venus de la région lyonnaise prennent d'assaut un bureau de change à Tonnay, juste en face d'un poste de police et sous l'œil de la caméra d'un passant. Voilà, vous voyez, alors là, il y a un des braqueurs en noir. Donc il tient en joue le poste de police qui se trouve là, donc il était à l'angle. Et puis il faisait une couverture avec sa kalachnikov. Danger, action et adrénaline. De quoi impressionner les stagiaires d'une nuit. À l'heure du repas, partagé avec les policiers en service cette nuit-là, l'opération Séduction a pleinement fonctionné. Honnêtement, avant le stage, je m'étais dit, je ne sais pas. Mais là, si je devais décider maintenant, j'aurais dit oui, je vais me lancer pour l'école de police. Je ne suis pas le genre de personne à vouloir rester dans un métier fixe, puis rester dans la routine. Non, moi, c'est pas ça. C'est un monde à part en soi. Je pense qu'il faut aimer travailler de nuit, il faut aimer faire des horaires un peu irréguliers, il faut aimer discuter avec les gens, connaître les gens, rentrer dans l'intimité des gens quand même. Il y a de l'action, j'aime bien quand il se passe quelque chose, faire des choses différentes aussi. Ça change tout le temps. Venir au travail, pas savoir ce qui va se passer. Du peu que j'en ai eu l'occasion d'en voir, j'adore ce métier. Pour convaincre les éventuels candidats, la police a mis les petits plats dans les grands. Dans l'assiette, certes, mais aussi dans le propos des instructeurs d'un soir. Alors un bon policier, c'est être souple, polyvalent, être juste et rester humain malgré tout. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est avoir le sentiment d'être utile, d'être au service de la population, protéger et servir, c'est vrai que c'est notre adage. Et c'est vrai qu'il ne se passe pas une journée de travail sans que je rentre chez moi et je me suis dit j'ai été utile à une personne. Donc c'est ces valeurs-là qui m'animent et qui animent la plupart des policiers. J'ai remarqué en 10 ans effectivement que j'ai perdu un peu en sensibilité. Je suis moins sujet à être sensible à des drames qui pourraient affecter les personnes. Bien sûr, toutes les grosses interventions, j'ai toujours les images qui restent, mais ça ne nous hante pas. J'en fais pas des cauchemars. Donc voilà, les paquets, c'est une valeur sûre s'il y a toujours quelque chose qui se passe. On va rester juste dans la voiture. Il est 2h30 du matin et le quartier chaud ne faillit pas à sa réputation. L'interpellation en pleine rue n'était pas prévue au programme. C'est vrai qu'on fait un métier dangereux, on en a conscience. Et malheureusement, on voit le côté sombre de la société. Quand on nous appelle, en général, c'est pas quand tout va bien, bien au contraire. Il y a tous les à côté qui nous aident aussi à résister au temps. C'est la camaraderie et ce sentiment aussi d'être utile malgré tout. Ça, ils embêtent pas trop. Quand je vous parlais de faune spéciale au Paki, c'est à peu près ça, quoi. Oui. Il a un point américain. Celui qui a lequel, tu dis? Noir avec des rayures roses sur... Ok, il est parti dans la rue là-bas? Non, il est là, il est dans le tabac. Et tu l'as vu, il l'avait à la main? Ouais, il nous l'a montré. Et oh, c'est bon. Pas des chiens. Toi, tu baisses d'un ton tout de suite parce que tu parles à la police, d'accord? C'est clair? Sans blague. Alors tu vas te calmer tout de suite. On est là, tant qu'on est là, c'est qu'on n'est pas là-bas, la caméra. Non, monsieur. Ok, elle est où, votre pièce d'identité? Perdu? Perdu, non, chef. Je m'embarque. On viendra le repacter plus tard. Ça lui fera les pieds. Elle est trop belle, la policière. En temps normal, sincèrement, je l'aurais pacté directement, j'aurais mis en cellule de grisement. Et en l'occurrence, le point américain, c'est soumis à la loi sur les armes et c'est interdit. Mais voilà, bien joué en tout cas, bravo. On participe au stage aussi avec l'espoir de vivre des situations comme celle-ci. Vous voudriez en faire votre métier, de ce que vous avez vu ce soir? Ouais, ça pourrait être, oui. On a à travers des petits immeubles, on est plus ou moins en direction générale aéroport pour être très vague.
La communication de nombreuses polices est faite autour de l'action, mais après le processus de sélection des agents, lui, est différent. Au moment de la sélection elle-même, il vérifie que les agents ont un certain nombre de compétences, notamment de compétences sociales, de compétences relationnelles, qui ne croient pas être des Rambo, et il les écarte au moment de la sélection. Donc il y a un paradoxe à vouloir attirer les gens par un métier d'action, et ensuite à vouloir rejeter ceux qui n'ont pas compris que la police était une bureaucratie armée, mais une bureaucratie quand même. Sur votre gauche, pour ceux qui ne sont jamais venus. Ouais, 2007, écoute, j'ai plus de paquis, et puis là, j'ai une brave personne qui m'appelle, qui était rouge avec. Frédéric Maillard, alors est-ce que policier, c'est un métier qui fait toujours rêver? Je l'espère, franchement. On vient d'en voir quelques exemples, mais est-ce qu'il y a des profils types de jeunes qui se dirigent vers cette voie? Le profil qui semble prédominer, c'est quand même d'accéder ou de vouloir accéder, de pouvoir accéder à un statut social de valorisation. Il n'y a pas d'autre dessein pour un boucher charcutier, sans être péjoratif, ou un mécanicien en automobile, de quitter son laboratoire, son atelier et de gagner une prestance avec des pouvoirs hors du commun, on l'a vu sur la scène publique, que le métier ou la profession de policier. Alors ça, c'est un profil, il y en a d'autres? Effectivement, le deuxième profil, c'est la quête de justice. C'est le sauveur, effectivement, c'est d'apporter sa contribution à un monde meilleur. Et puis, il y en a encore un troisième, vous me disiez, c'est celui qui a envie d'adrénaline, j'ai presque envie de dire de baston, de confrontation, non? Alors, ce profil, il est un peu ambigu et il est aujourd'hui repéré, on essaye de le repérer dans les phases d'admission, qu'on appelle de recrutement, mais il persiste. Alors, on l'a un peu évoqué, mais est-ce qu'il faut avoir un sens de la justice aigu pour pratiquer ce métier? C'est indéniable. C'est le sens du métier. C'est le sens du métier, l'attention aux plus faibles. Il y a besoin de cette valeur fondamentale. Et c'est là où il y a une nécessité de détenir et d'être représentant de cette valeur pour tenir dans le métier. Alors nous, on s'est amusé à tester ce que ça procure chez un individu lambda, le fait d'endosser le costume de policier et également les réactions que ça suscite au sein de la population. Regardez jusqu'où va la soumission à l'autorité. Nous sommes à Lausanne, sur la passerelle du Grand Pont, au-dessus du quartier du Flon. Nous avons voulu tester l'effet des symboles d'autorité sur les passants. Pour notre expérience, nous avons demandé à 2 volontaires de donner des ordres prédéfinis aux gens de passage. D'abord en tant que simple kidam, ensuite revêtu d'un gilet jaune, et enfin muni d'un brassard de policier. Première étape, des ordres en civil. Bonjour, vous pouvez marcher ici, s'il vous plaît? De ce côté, plus près de la barrière. Par ici, s'il vous plaît. Par ici, s'il vous plaît. En n'arborant aucun signe distinctif d'une quelconque autorité, nos volontaires ont fait chou blanc. Les passants n'avaient aucune envie de se plier à leurs injonctions. Il y avait des gens qui ne me prenaient pas du tout au sérieux. Ils étaient surpris. Il y avait les yeux qui roulaient en disant « mais elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle veut ?» Deuxième phase de l'expérience, des ordres donnés, mais avec un gilet jaune sur les épaules. Excusez-moi, vous pouvez marcher le long de la barrière jusqu'à la fin du pont, s'il vous plaît? Merci. Vous pouvez marcher le long de la barrière, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que vous pouvez vous serrer puis vous mettre en file indienne, s'il vous plaît? Voilà, si vous pouvez vous serrer un peu sur le côté gauche de la passerelle, s'il vous plaît. Voilà, si vous pouvez vous serrer en file indienne sur le côté gauche de la passerelle, s'il vous plaît. Revêtus de jaune, nos volontaires ont eu nettement plus de succès. Le gilet jaune marchait un petit peu mieux parce que je suis là clairement pour une raison. Et là, il y a eu beaucoup moins de désobéissance, si on peut dire. Bonjour, j'ose vous demander de mettre votre capuche. Génial, merci. Pour des questions de sécurité, jusqu'à la fin du pont. Voilà, bonne journée. Gilet jaune, j'allais beaucoup plus facilement vers la personne parce que je me sentais plus légitime dans l'exercice. Enfin, nos volontaires ont refait une 3e fois l'exercice, mais cette fois avec un brassard de la police au bras. Bonjour, il est nécessaire de marcher plutôt à côté de la barrière.
l'une derrière l'autre, s'il vous plaît. Merci, jusqu'à la fin du pont. Excusez-moi, avec votre sac à main, vous passez sur le côté, s'il vous plaît. Sur le bord, oui. Vous passez juste sur le bord. Merci. Le degré d'obéissance des passants a été quasi absolu, même quand l'ordre donné était totalement absurde. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez klaxonner une fois, s'il vous plaît? Très bien, merci beaucoup. Excusez-moi, vous pouvez enlever votre bonnet? Oui. Merci. Ok. C'est pour des raisons de sécurité. Pas sur ce pont, après vous pouvez le remettre. Merci. Effectivement, ça nous donne une position différente qu'un être humain lambda, en fait. Et il y a du pouvoir là derrière. Vous pouvez vous arrêter de vous tenir la main, s'il vous plaît? C'est pour des questions de sécurité jusqu'à la fin du pont. Après, vous faites ce que vous voulez. Le pouvoir du brassard, c'est que j'affiche une autorité, et puis elle n'est pas contestable. Et puis même tenter de la contester, ça peut amener des soucis, j'imagine. Enfin, moi, je me suis mis à la place des gens à qui j'ai demandé de ramasser un papier. Excusez-moi, vous pouvez me ramasser ça, s'il vous plaît? Merci. Parce que moi, je dirais à un policier, non mais, je viens de vous voir le jeter par terre, je ne vais pas ramasser vos déchets quand même. Non, je vais m'éviter les ennuis en plus, donc il y a vraiment quelque chose. Hein. Je peux voir votre main, s'il vous plaît? Voilà, très bien, merci. Ce que je trouvais très très intéressant et aussi amusant, c'est de donner un ordre sans raison. Je pense qu'un vrai policier, dans une vraie action, donne un ordre à des gens parce qu'il y a une bonne raison derrière. Évacuer un endroit, je sais pas. Mais là, c'est vraiment sans raison, c'est totalement absurde et ça fonctionne. Et ouais, encore une fois, c'est grisant et dérangeant. Que ça marche, c'est dérangeant que ça marche. La peur du gendarme, mais aussi le haut degré de confiance dans les forces de l'ordre constaté en Suisse, explique certainement la stupéfiante soumission à l'autorité qu'on peut y observer. Excusez-moi, je peux vous demander de tenir le sac dans l'autre main, s'il vous plaît? Juste le temps de traverser la passerelle. Merci beaucoup. Frédéric Maillard, c'est assez fou ce qu'un simple brassard peut provoquer comme soumission. Dans la vraie vie, les policiers ont un sacré pouvoir. Leur pouvoir qui, comme tout pouvoir, peut être attribué, donc c'est un pouvoir coopératif, ou imposé. Et la distinction se mesure dans ses effets consécutifs. Alors le pouvoir attribué, comme en Suisse, c'est celui que l'on délègue à nos polices avec fierté, avec honneur, pour nous représenter dans l'exécution des règles et des lois que nous nous sommes fixées dans le vivre en commun. Et c'est la raison pour laquelle les citoyens sont très coopératifs de façon générale avec ce pouvoir. Lorsqu'il est imposé, les effets sont beaucoup plus néfastes, évidemment, et l'on craint les sanctions, et c'est la raison pour laquelle on obtempère. Et puisqu'on parle de pouvoir, quel est le mécanisme qui pousse parfois les policiers à abuser de leur pouvoir? Ça existe même en Suisse, un abus de pouvoir. Le policier a comme spectre d'intervention la partie sombre de la société. Il n'intervient que sur des situations de fissures, de cassures, de dégénérescence grave. Et d'imaginer que ainsi la société fonctionne, de reporter cet angle très souvent infime à l'ensemble de la société peut isoler le policier de tous les repères psychologiques, de toutes les références et des valeurs auxquelles il a adhéré en entrant dans cette profession. On l'a vu, être un représentant des forces de l'ordre, ce n'est pas seulement faire respecter la loi ou assurer la sécurité publique. C'est aussi prendre en pleine figure les drames et les conséquences des dérives humaines. Certains s'y habituent et trouvent la distance nécessaire, d'autres, à la longue, n'y résistent pas. C'est le cas d'une chanteuse connue et appréciée des Suisses et qui, avant d'être sur scène, s'est frottée au métier de policier. Veuillez patienter, le concert de Fanny de Poule va bientôt commencer. Mais tu crois vraiment que c'est le bon endroit pour se crêper le chignon, là? Pourquoi? T'oses pas me rentrer dans le cadre, c'est ça? Dis donc, espèce de grosse froussarde, c'est toi qui oses pas en sortir du cadre. Moi, froussarde? Oui, toi, froussarde. C'est toi la froussarde. Oh non, c'est toi la froussarde. Non, c'est toi. C'est toi la froussarde. Non, c'est toi. Tu arrêtes, c'est toi la froussarde. Je t'aime plus. Elle est sur scène un peu comme à la ville, précise, rigolote, extravertie et parfois complètement déjantée.
C'est la reine suisse du slap, entendez un mix entre slam et rap. C'est Fanny de Poel, de son vrai nom, Fanny Dirksen. En uniforme sur cette scène chaude-faunière, la jeune femme en a porté un autre beaucoup plus surprenant, celui de la police cantonale bernoise. Elle ne s'en cache d'ailleurs pas. Avant que je sois devant vous à pousser la chansonnette, j'étais policière pendant 7 ans. Et puis dans le cadre de mon métier, ils se sont vite rendus compte que j'étais pas rentable. Je savais pas trop mettre des contraventions, mais en revanche, j'avais un très bon contact avec les gens. Étonnant, hein? Je le dis parce que déjà j'en suis fière, c'est voilà, c'est mon passé. Et puis sur scène, je trouve que c'est rigolo de pouvoir le partager avec les gens. Surtout, c'est clair que ça fait rire, parce que quand on me voit sur scène, on arrive mal à s'imaginer une chanteuse avec un uniforme et un flingue à la ceinture. Pour mes amis et ma famille, c'est sûr que c'était un petit peu le choc. Et là, pour eux, oui, j'étais passée de l'autre côté de la force. C'était un petit peu... Je sais pas, il y en a certains qui disaient que j'avais retrouvé le droit chemin et d'autres qui disaient que j'avais complètement vrillé. Moi, j'ai vraiment trouvé une famille, en fait. J'ai trouvé une famille avec eux qui est à l'opposé de ce que je suis. Et ils savaient ça. Quand je suis arrivée, tout le monde se disait ouais, une artiste qui vient à la police, Kezako. Et puis en fait, j'ai été accueillie à bras ouverts. J'ai fait 6 ans à Moutier. Et puis c'est devenu des potes, quoi. On avait des discussions de famille. On passait Noël ensemble, on passait Nouvel An ensemble. Mais voilà, c'est des moments comme ça qui nous font tenir. Moi, j'avais une image de la police où, en y entrant, je ne m'attendais pas vraiment à voir des choses si, entre guillemets, justement, si musclées, si dures. Moi, je voyais surtout l'aspect l'aspect social du métier. Je voyais le côté plus venir en aide au peuple que le côté de voir des choses qui étaient assez violentes pour les yeux, pour l'émotionnel, pour le cœur, pour tout un tas de choses. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte justement que j'emmagasinais beaucoup et que je ressortais plus les choses qui m'avaient fait mal. Et puis il y a eu pas mal de cas, il y a eu des fois où j'ai eu très très peur, parce que voilà, fallait courir après des gens qui s'enfuyaient ou on savait pas s'ils étaient armés, fallait fouiller des véhicules. Et puis il y a eu les épisodes forcément des attentats à Paris, le Bataclan. Et puis moi j'ai été hyper ébranlée par ça. Je ne crains pas les coups de feu qui transpercent ma porte, qui me demandent un peu honteux où enterrer les langues mortes. Quand j'allais sur un lieu de suicide ou d'accident grave, je mettais vraiment sur off. Et puis je fonçais dans le tas, donc j'allais s'il y avait des voitures accidentées, j'allais ouvrir la portière, j'allais aller voir la personne qui pouvait être défigurée ou peut-être déjà décédée. Et je me souviens avoir eu un accident de voiture qui était très violent. Et puis là, je me suis dit, ok, pour moi, c'était la dernière chose effroyable que je pouvais supporter. Je ne crains pas les coups de vent qui balayent mes souffrances, celles qui s'illuminent une à une quand la nuit se pointe en avance. J'ai jamais réussi à apprivoiser la mort et puis à me dire hey, c'est une copine, viens, on va boire un verre. C'est vraiment toujours quelque chose qui m'a glacée. Et je pense que j'ai encore un fardeau sur le dos là, que je transporte depuis que j'ai arrêté le métier, parce que c'est des images, c'est des odeurs, c'est des sons, c'est des ambiances, c'est plein de choses qui se gravent. Il y avait des miettes sur le canapé, une cigarette écrasée dans le fond d'un cendrier, quelques verres de tequila renversés sur le parquet, une liste d'idées noires jetées par terre et chiffonnées. Il y avait des restes pour l'heure du dîner. Il y a des chansons qui s'inspirent un peu de votre parcours policier? Oui. Déjà, des miettes sur le canapé, c'est clairement une violence conjugale, la base, même si elle finit par une demande en mariage. Alignés comme des dominos, une lettre écrite à la main, avec des insultes au verso. Et puis vous continuez à porter l'uniforme sur scène, non? En plus, il est un peu moins redouté, celui-là. Moi, je suis de nature curieuse, et je me suis dit, c'est vrai qu'en fait, je pose des questions, mais personne n'y répond jamais. Alors, je vais vous faire une chanson sur des questions bêtes. Et le premier qui me fait la chanson sur les réponses intelligentes, il a gagné. Aujourd'hui, vous préférez la scène à la rue? À choisir? Quand même. Je préfère la scène, clairement. D'abord, on pose le décor.
se noyer dans des énigmes existentielles. Puis on pose les plaques, ça c'est le déni. Comme quand t'es petit et puis qu'un jour t'arrêtes de croire au Père Noël. Arrête, qu'est-ce que tu me plais? Arrête, qu'est-ce que tu me plais? Arrête, qu'est-ce que tu me plais? Frédéric Maillard, Fanny de Pool a pratiqué le métier de policière durant 7 ans avant de démissionner. Il y en a beaucoup qui renoncent. Plusieurs ont renoncé de l'intérieur. À savoir, ils sont toujours en fonction, mais ont capitulé dans leur motivation. N'y croient plus. N'y croient plus. Rares sont les personnes qui osent, comme Fanny de Pool, changer et quitter le poste pour embrasser une autre profession. Mais pourquoi ils renoncent intérieurement? Parce qu'ils ont l'impression d'avoir été trompés à leur admission. On leur a présenté une profession qui se déploie, qui s'exerce dans le spectaculaire, et la réalité, c'est de l'investigation, de l'enquête judiciaire, beaucoup d'administration, de la compassion, du travail social, et des années de résilience. Des tâches et des compétences pour lesquelles ils n'ont pas été suffisamment préparés. Frédéric Maillard, merci. Merci à vous. Voilà, Dans la tête d'os, c'est terminé pour ce soir. Si vous voulez voir ou revoir l'émission, elle est en tout temps disponible sur notre site internet. Vous pouvez également nous laisser un message à notre adresse mail ou sur notre page Facebook. Je me joins à l'ensemble de l'équipe qui a contribué à cette édition pour vous souhaiter une très belle soirée. Portez-vous bien.